Dans un précédent reportage, nous avons porté un regard critique sur l'occupation des zones à risque, plus précisément dans la commune de Yopougon, dans le quartier de Jesco. Mais à part Yopougon-Jesco, il existe encore d'autres zones à risque occupées par les populations. Que devons-nous faire? Attendre des morts pour adresser le Yako national? Non, je ne pense pas. Mesdames, Messieurs, nous en parlerons dans ce numéro de Habitat à la Une. Bienvenue à tous et à toutes. Le sommaire. Considérée comme zone à risque, la vie dans ces zones emporte plusieurs conséquences malheureuses, surtout quand intervient la saison des pluies. C'est donc pour éviter ces situations malheureuses et surtout certaines actions extrêmes faisant allusion au déguerpissement que l'État mène des actions de sensibilisation sur le terrain en vue de faciliter le départ des populations. Suivons notre reportage pour avoir plus d'amples informations. Construire et bénéficier de certains éléments naturels exige le respect de certaines dispositions que ne prennent malheureusement pas en compte plusieurs maîtres d'ouvrage dans l'orientation de leurs bâtiments. Suivons notre expert dans l'œil de l'architecte pour savoir les avantages d'une bonne orientation, des conseils et des astuces en matière de décoration. Bienvenue chez moi, nous en réserve. Allons donc en découvrir dans notre visite guidée. De plus en plus, les cités s'organisent en copropriété, mais beaucoup d'efforts restent à fournir pour promouvoir les règles de copropriété. À ce sujet, des actions d'information et de sensibilisation sont menées par les services compétents du ministère de la Construction. Suivons les bons plans pour tout savoir. Les raisons qui justifient l'occupation de certaines zones à risque par des personnes, je dirais plus c'est la pauvreté de ces personnes-là et en d'autres termes, la mauvaise mentalité. C'est la pauvreté qui fait que ces gens restent toujours ces endroits-là. Même s'ils se déplacent, ils vont ailleurs, l'État disant que oui, je vous donne un moyen pour aller vous reloger. Le coût du loyer coûte cher, excessivement. On vous demande 3 mois de caution, 2 mois d'avance. Où vous avez trouvé cet argent? Peut-être en vous donnant 500 000 francs, ça ne vaut même pas le coup. Avec toute la famille, vous logez sans emploi aussi. Si on doit les chasser, si on doit les dire de partir, où ils vont partir? Il y a d'autres qui sont vraiment dédommagés. Mais c'est vrai, ils ont un dédommagement. Mais avec le dédommagement, ils ne pourront pas louer une maison parce que maintenant, les maisons sont très chères à Abidjan. Bon, à savoir même s'ils suivent vraiment l'information. Et généralement, ces personnes, ce sont des personnes défavorisées, on dit qu'ils n'ont pas accès franchement aux médias, aux sensibilisations. Mais certains aussi qui sont au courant, où ils se disent bon, que faire, on n'a pas de moyens. Je pense que ces personnes vivant sur ces territoires qui sont les zones à risque ne voient pas encore la vraie menace qui pèse. Parce que quand il y aura des pluies et l'eau de ruissellement, tout ça, ils auront des pertes en vie humaine. C'est là qu'ils vont prendre conscience que ici, les zones à risque, depuis les sensibilisations que l'État nous dit, ils vont prendre vraiment ça au sérieux. Sinon, pour eux, ils ne prennent pas au sérieux. Parce que, juste, on va vous dire, du jour au lendemain, quittez votre lieu d'habitation. Et ça, je pense qu'ils ne voient pas encore l'importance et la gravité de la situation. D'abord, trouver des lieux de relocalisation pour ces personnes-là. Ensuite, envoyer des préavis pour permettre à ces personnes de pouvoir s'apprêter à quitter les lieux. C'est vrai, la sensibilisation à la télévision, à la radio, c'est bien beau. Mais ils peuvent envoyer des gens pour venir faire du porte-à-porte. Là, au moins, les gens vont mieux comprendre la gravité de la situation. Et puis, après ça, trouver peut-être des endroits où d'abord les loger. Et puis, ensuite, je pense que là, ils vont comprendre la gravité de la situation et ils pourront s'en aller. Envoyer des agents sur le terrain, c'est pas ça. Quand vous voyez que c'est un danger permanent pour vous devez quitter. Si vous ne quittez pas, l'État détruira toujours. Abidjan, considéré comme la perle des lagunes, n'a pas pu par endroits éviter l'apparition d'un type d'habitat spontané, parfois même autour du quartier des affaires ou des quartiers résidentiels. Cette situation, qui défigure le paysage urbain, invite à s'interroger sur les raisons qui pourraient justifier la prolifération de ces sous-quartiers et parfois, malheureusement, dans des zones à risque clairement identifiées. La liste que je vais vous donner n'est pas exhaustive,
mais elles concernent les sites où la situation est vraiment critique et sur lesquels on a des travaux imminents et dont on a besoin des sites. On pourra citer la zone de Bonoumen, la cuvette en amont de la digue de Bonoumen. La zone de Génie 2000, on a un barrage écrêteur à réaliser dans la zone de Génie 2000 où le site qui, à la fin des travaux, devra être inondé est occupé par des habitations. Ça, c'est pour un projet qui a démarré et qui est en cours. Mais indépendamment de ça, dans la zone des Saint-Viateur et au niveau des engrais en amont du barrage existant de Bonoumen, il y a d'autres barrages à faire là-bas où les sites sont occupés. En plus de ça, on a au niveau de engrais dans la zone du château, on a une opération immobilière qu'on appelle Fandasso qui a été réalisée dans une cuvette de rétention des eaux pluviales. Ça, c'est pour les zones qu'on peut dire dangereuses parce que dans ces zones-là, les populations qui y habitent sont susceptibles d'être inondées. Mais plus globalement, on peut parler des zones où les installations dérangent le fonctionnement des ouvrages de drainage ou d'assainissement. Et le plus emblématique actuellement, c'est le canal d'Anoumambo que nous sommes en train de curer, mais dont les abords sont complètement occupés par les populations qui contribuent à boucher ce canal parce que c'est le lieu de rejet de tous les déchets que produisent ces populations. Les raisons, nous les observons sur le terrain. Nous n'avons pas demandé aux usagers les raisons qui motivent le fait qu'ils restent sur le terrain, mais nous avons observé principalement deux raisons. La première, c'est que certains habitent sur ces sites-là avec des documents de propriété délivrés par l'administration. Et donc, pour quitter ces lieux, ils ont besoin de mesures d'accompagnement, au moins être dédommagés ou relocalisés. Pour le deuxième groupe, ce sont les gens qui sont installés de façon précaire. En général, ce sont des populations démunies qui n'ont pas suffisamment de moyens. Donc, le problème qui se pose, c'est où est-ce qu'ils s'en vont lorsqu'ils quittent ces lieux. Donc, voilà les deux raisons principales que nous avons observées sur le terrain qui font que les gens partent difficilement. Considérés ainsi comme des zones à risque, occuper ces sites revient à exposer dangereusement la vie des populations occupant ces sites. Car il faut rappeler qu'à chaque pluie diluvienne, c'est malheureusement des morts et des disparitions qui se comptent dans ces zones. C'est donc pour mettre fin à cette situation et préserver des vies que l'État mène différentes actions dans ces zones à risque occupées. Quelles sont donc ces actions menées pour faciliter la libération de ces sites? Associent-elles tous les secteurs sur le terrain? Quelles sont généralement les attentes des populations concernées? Associés dans la sensibilisation sur le terrain, il y a en plus des services de l'ONAD, on a notre ministère de tutelle qui nous accompagne, mais comme les sensibilisations sont à l'endroit des populations, donc on le fait toujours avec l'appui des communes. Les attentes, c'est que pendant les campagnes de sensibilisation, c'est un message qu'on lance à l'endroit des populations, et les attentes, c'est que ce message-là soit vraiment perçu et que le contenu soit vraiment mise en œuvre de façon concrète sur le terrain. Au regard des raisons qui sembleraient justifier l'occupation de ces sites et surtout les attentes exprimées, il faut dire que cette mission se heurte parfois à certaines difficultés, comme nous l'indique notre consultant. Dans les actions menées au niveau de l'ONAD, notre difficulté principale, c'est l'occupation des espaces prévus pour les ouvrages. C'est-à-dire autant les ouvrages à réaliser que les ouvrages existants, les occupations des sites des ouvrages demeurent notre principale difficulté. À ce sujet, il faut rappeler que nous avons pu avoir dans certaines zones des actes de sabotage ou d'empêchement des agents de travailler. Cependant, le constat qui se dégage est que bien souvent, des populations déguerpies dans certaines zones bien précises se retrouvent dans une autre zone, malheureusement à risque pour se réinstaller ou parfois reviennent tout simplement réoccuper ces espaces. Dans pareil cas, qu'est-ce qui est prévu pour éviter ce genre de situation? Et quel message transmettre aux populations qui occupent de tels sites? Pour éviter une réoccupation des sites, nous avons deux actions prévues en fonction de la nature des sites à protéger. Il y a des sites
pour lesquels les espaces sont restreints et bien délimités. Pour ces sites-là, nous avons prévu de faire des clôtures lorsqu'on a fini de libérer ces sites. Et pour les autres sites qui sont un peu plus disparates, nous avons pris contact avec la SODEFOR pour qu'il y ait des opérations de plantation de végétation sur ces sites-là pour éviter leur recolonisation. Ces usagers, si nous leur demandons de quitter ces sites, en premier lieu, c'est pour eux-mêmes leur propre sécurité parce que lorsqu'il y a les pluies à Abidjan, nous tous, on constate les dégâts que la pluie fait dans ces zones. Donc si on leur demande de partir, c'est pour éviter qu'ils ne perdent eux-mêmes leurs biens parfois acquis au cours de durs labeurs. Et puis, le pire qui arrive souvent aussi, c'est qu'il peut y avoir des pertes en vie humaine. Donc, c'est pour éviter tout ça que nous demandons qu'ils quittent ces lieux. Donc, il faut qu'ils comprennent le message et qu'ils quittent effectivement ces lieux. En plus, il y a ceux qui habitent aux abords des ouvrages existants. Ces ouvrages-là ont besoin d'être entretenus régulièrement pour pouvoir jouer le rôle pour lequel ils ont été construits. Mais parfois, les occupations rendent difficiles les accès et donc difficiles les opérations d'entretien. Et quand c'est comme ça, ça contribue à créer des problèmes lorsqu'il y a les pluies. Donc le message serait que vraiment les populations vivant aux abords de ces ouvrages-là en prennent soin, qu'ils évitent de les agresser, qu'ils évitent de les utiliser comme des dépôts d'ordures. Bénéficier du soleil et du vent est très important lorsque nous construisons nos maisons, nos bâtiments, nos résidences. Nous allons tout savoir dans l'œil de l'architecte. Quel constat faisons-nous de manière générale de l'orientation de certains bâtiments dans nos villes? En ce qui concerne l'orientation de certains bâtiments dans nos villes, ce qu'on doit retenir, c'est que avant qu'il n'y ait bâtiment, il y a d'abord une parcelle. La parcelle est levée par un topographe et après il s'ensuit un aménagement. Donc après l'aménagement, on a des parcelles maintenant, des parcelles qui vont être de l'eau et chacun viendra construire sa maison. Donc tout part de là. Si ceux qui ont aménagé la parcelle n'ont pas tenu compte de la direction des vents dominants, la plupart des bâtiments qui vont être érigés sur ce terrain ne vont pas permettre une bonne orientation. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est que l'orientation du bâtiment dépend à la base de la conception du parcellaire. Si le parcellaire a été conçu en tenant compte des vents dominants, la majorité de l'eau sera disposée en direction des vents dominants. Si c'est le contraire, on aura des bâtiments qui sont, comme on le voit, qui sont orientés comme ils peuvent, qui sont orientés sans tenir compte de la direction des vents dominants. Quels sont les éléments à considérer pour une meilleure orientation de son bâtiment? Les éléments à considérer, ce sont les baies. Les baies, c'est quoi? C'est tout ce qui est fenêtre et porte. Donc c'est à travers ces éléments que l'air circule. Et donc la première des choses à faire, c'est déjà de les orienter dans le sens des vents dominants pour pouvoir avoir une circulation de l'air. Quels sont les avantages d'une bonne orientation de son bâtiment? Les avantages d'une bonne orientation de son bâtiment, c'est d'abord de bénéficier d'une bonne circulation de l'air. L'air doit tourbillonner aussi bien à l'intérieur des pièces qu'à l'extérieur du bâtiment. Pour cela, il faudrait que, avant de bâtir, on tienne compte de la réglementation, c'est-à-dire le certificat d'urbanisme. Le certificat d'urbanisme nous impose des reculs qu'on doit respecter par rapport aux mitoyens, par rapport même à la voie. Une fois que ces reculs sont respectés et que le coefficient d'occupation du sol est respecté, par exemple dans certaines zones c'est 33%, dans d'autres 60%. Si on ne construit pas sur toute la parcelle, on pourra avoir de l'air qui va tourbillonner. Donc l'avantage majeur c'est quoi? L'orientation, la bonne orientation entraîne une bonne ventilation. Et la bonne ventilation a un effet sur la santé. Dans certains quartiers, il n'y a pas d'air qui circule, donc les gens, à chaque fois, ils suffoquent, notamment les enfants en bas âge. Donc l'avantage majeur qu'on doit savoir pour une bonne orientation de bâtiment, c'est de profiter de la circulation de l'air. L'air tourbillonne dans toutes les pièces et ça permet d'assurer un meilleur cadre de vie. Donc voilà grosso modo l'avantage qu'on peut en saisir.
Vous suivez Habitat la Une sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. Dans notre reportage, nous avons évoqué les actions menées par certains ministères en vue de libérer les zones à risque occupées par les populations, car tout simplement la saison des pluies, c'est pour bientôt. Et prendre en compte certains éléments pour une meilleure orientation de nos bâtiments apporte des avantages sur la qualité de vie de nos biens. Merci de nous suivre. La suite dans quelques secondes. Savoir décorer à partir de simples objets, à partir de la peinture, du papier peint ou même des plantes est très important pour l'embellissement de notre cadre de vie. Une autre visite guidée que nous allons vous offrir dans ce numéro de Habitat à la Une. Bienvenue, je suis heureuse de vous recevoir chez moi. Aujourd'hui, je vous parlerai de l'entretien de certains appareils électriques et électroménagers que nous avons chez nous. Je commencerai par les climatiseurs split. Nous savons qu'ils sont composés de deux parties. Une partie intérieure ou l'évaporateur et une partie extérieure, à savoir le condenseur. Si nous n'avons pas tous des splits dans le séjour, nous en avons parfois dans les chambres. Ils restent particulièrement allumés toute la nuit pour nous procurer de l'air frais. Mais nous savons tous que lorsque ces appareils ne sont pas continuellement entretenus, ils peuvent nous rendre malades. C'est pourquoi chez moi, je veille à l'entretien régulier de ces appareils, tant dans le séjour que dans les chambres, particulièrement dans celle des enfants. Pour ceux qui n'ont pas de split, mais des brasseurs d'air appelés ventilateurs, il est conseillé de les nettoyer régulièrement. J'espère que ces conseils vous seront d'une grande utilité. Merci et au revoir. Aujourd'hui, dans nos cités, les habitants sont organisés en copropriété, ce qui est une très bonne chose, mesdames et messieurs. Mais il faut le dire, pour améliorer la qualité des relations et avoir un très bon voisinage, des actions sont menées par des services compétents du ministère de la Construction. Mais que devons-nous retenir de ces actions de sensibilisation? C'est dans les bons plans. Qu'est-ce que la copropriété et quels sont généralement les organes qui la composent? C'est lorsque la propriété d'un immeuble divisé en appartements, en étages ou un ensemble immobilier est réparti entre plusieurs propriétaires ayant des parties privatives et une quote-part des parties communes. Le cas pratique cet après-midi, c'est la cité Esculape dans laquelle nous sommes. Et vous regardez la cité, vous allez remarquer qu'il y a des parties qui sont privatives. Sur ces parties privatives, chacun a le droit d'utiliser cette partie. Ça veut dire que la personne peut vendre, c'est sa partie privative. Mais les parties communes, par exemple l'espace vert, chaque copropriétaire est proportionnellement propriétaire de l'espace vert où nous nous trouvons. Et la copropriété, de façon simple, est née du fait que, quand par exemple, vous avez acheté une maison, vous n'avez pas de problème. Vous payez les charges, les factures d'eau, tout ce qui concerne votre appartement ou bien cette maison que vous avez achetée. Mais dès l'instant où vous avez un espace commun, on se pose la question, qui doit l'entretenir? C'est bien les copropriétaires ensemble, par leur cotisation, qu'ils vont entretenir tout ce qu'ils ont en commun, comme les ascenseurs dans les immeubles, les escaliers, etc., etc. Et donc, la copropriété est vraiment bénéfique. Parce que si vous avez un espace, comme nous sommes à l'intérieur, aussi grand, vous n'êtes pas seul à l'entretenir. Ça aussi, c'est un intérêt très important de la copropriété parce que vous vivez pratiquement en famille, côte à côte les uns des autres. Bref, donc c'est ce que nous pouvons dire simplement de la vie en copropriété. Quelle différence pouvons-nous faire entre une association de quartier et un syndicat de copropriété? Une association, c'est le groupement de personnes. Il en est de même du syndicat de copropriété. Mais
l'objet du syndicat de copropriété diffère de l'objet d'une association, surtout des associations que nous rencontrons dans les différentes cités. Dans les différentes cités, vous avez des personnes qui se mettent ensemble pour les événements heureux et les événements malheureux. Dans un syndicat de copropriété, les cotisations sont essentiellement pour couvrir les charges de la copropriété. Ça, c'est l'article 39 nouveau du décret 2014-26 du 22 janvier 2014. Et donc, il est formellement interdit de cotiser dans une copropriété pour des événements autres que l'entretien de la cité. C'est fondé, il y a des raisons quand même, parce qu'il faut faire l'état des lieux. La SICOJ, comme la SOGEFIA, avait laissé à ces différents copropriétaires les règlements de copropriété, comment une copropriété doit fonctionner. Mais malheureusement, avec le temps, les copropriétaires ont abandonné les règles de copropriété pour emprunter les règles des associations, dans lesquelles, par exemple, il y a la liberté de cotisation. Si vous ne cotisez pas dans une association, bon, on peut vous retirer purement et simplement la qualité de membre. Alors que dans un syndicat de copropriété, lorsque vous ne cotisez pas, vous causez tellement de préjudices. Un cas pratique, vous prenez un immeuble, les gros œuvres, c'est-à-dire que la toiture, ce sont les copropriétaires qui doivent cotiser pour entretenir la toiture. Et pendant 30 ans, les syndicats ne cotisent pas. La personne qui est logée au dernier de ce bâtiment, quel est son sort? Alors qu'il suffisait de cotiser régulièrement, d'entretenir, et la personne qui se trouve au 4e ou au dernier du bâtiment, il n'y a pas de souci. Si on ne cotise pas dans une copropriété où il y a des ascenseurs, vous suivez avec moi les conséquences. Ceux qui sont au 11e, comment ils pourront transporter les bouteilles de gaz s'il n'y a pas d'ascenseur? Dans une association, on cotise dans la pratique pour les événements, la naissance, les anniversaires, les décès. C'est des choses qu'on peut gérer facilement. Parce que même si il y a une naissance qu'on n'a pas cotisé, les parents peuvent en prendre soin. Mais quand on ne cotise pas, de sorte que la cité, il y a l'insécurité, on ne cotise pas. Dans la cité, on ne peut pas entretenir les aires de jeu, on ne peut même pas maintenir le bâtiment. Et c'est ça aussi qui est le plus gros problème. Quelles sont les actions menées pour promouvoir la copropriété dans les cités, particulièrement dans les nouvelles? Au niveau des assemblées générales, c'est-à-dire que les copropriétaires, leur mise en place, nous sommes conviés à ces mises en place et nous participons les samedis et puis les dimanches quand nous sommes conviés à temps 2 semaines avant à ces assemblées générales pour la sensibilisation et puis la mise en place. Nous avons aussi des prospectus que nous distribuons dans les différentes cités. Nous avons également le règlement des contentieux de copropriété et nous nous asseyons autour d'une table parce que la situation socio-politique antérieure a entraîné des divisions au sein des différentes cités. Donc c'est pour nous aussi l'occasion de les réunir autour d'une table, les réconcilier pour leur montrer que ce qui est important, c'est d'abord leur cité, leur vie en copropriété. Et c'est en cela que nous pouvons dire que la copropriété est un facteur de cohésion sociale. Parce que mettre des personnes dans un même syndicat de copropriété suppose qu'ils doivent transcender tout ce qui est barrière ethnique, barrière politique, pour se retrouver autour de l'essentiel, qui est l'amélioration de leur cadre de vie en se mettant en syndicat de copropriété. Que pouvons-nous retenir des premières actions menées sur le terrain? Il faut dire qu'avec le programme des logements sociaux, nous avons aujourd'hui la mise en place des syndicats embryonnaires de copropriété dans ces différentes cités, sur les différents sites que nous visitons 2 fois par mois et les sensibilisons déjà aux règles de copropriété. Mais dans certains pays, vous allez remarquer que
un promoteur immobilier, avant la signature définitive de l'acte de vente, le règlement de copropriété qui est rédigé par le notaire est remis aux acquéreurs pour que les acquéreurs sachent à quoi ils s'engagent. Marquons la fin de cette émission et nous allons vous retrouver avec beaucoup de plaisir sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. Ce sera avec d'autres sujets que nous allons décortiquer dans Habitat à la une. Merci d'avoir été avec nous. Toute l'équipe se joint à moi pour vous dire merci pour cette aimable fidélité. N'oubliez jamais, tous ensemble, pour un habitat meilleur. Dans quelques minutes, la suite de nos programmes sur RTI 1. Pour toutes vos suggestions et participations à l'émission, contactez-nous à l'adresse email suivante habitat@rti.ci ou via notre page Facebook www.facebook.com/habitat à la une/